En février dernier de l'année 2024 est paru le 29e rapport du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Avant de commencer, nous condamnons évidemment les agressions sexuelles que celui-ci, encore vivant et profitant de son influence, a fait subir sur de nombreuses personnes, trop nombreuses. La Fondation produit chaque année des rapports, ou plutôt un état des lieux du mal-logement en France. Cette année encore, le constat y est alarmant. Une année de plus où les conditions d'habitat se dégradent fortement. En quelques chiffres, en 2024, on compte plus de 4,2 millions de personnes mal logées en France. Ce chiffre englobe les personnes privées de logement personnel, c'est-à-dire les sans-abri, ceux dont la résidence principale est une chambre d'hôtel, les habitations de fortune, les campings, etc., ainsi que les personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles, dont privation de confort, pas d'électricité ou de chauffage, surpeuplement et j'en passe. À cela s'ajoutent 12,1 millions de personnes fragilisées par rapport à leur logement. Parmi eux, on compte des propriétaires occupant un logement dans une copropriété en difficulté, des locataires en impayés de loyer ou de charges, des personnes modestes en situation de surpeuplement, des personnes modestes ayant eu froid pour raisons liées à la précarité énergétique, ainsi que des personnes en situation d'effort financier excessif. En résumé, en France, 7e puissance mondiale, 16,3 millions de personnes, soit 24% de la population française, sont en précarité de logement. La crise sanitaire liée au Covid-19, les fortes hausses des prix et de l'énergie ont fortement touché les personnes les plus fragiles, mais pas que. Les classes moyennes en font aussi les frais. Ainsi, une personne sur 4 doit choisir entre se soigner, se chauffer, se nourrir ou payer son loyer. Au niveau politique, la première mesure phare dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République a été de réduire de 5 € les APL en 2017. Ce premier geste, paru certes anodin pour certains, catastrophique pour d'autres, n'a été que la pointe visible de l'iceberg. S'en est suivi de nombreuses coupes budgétaires. À partir de 2018, de nouvelles coupes émanent sur les RLS, revenus de loyer solidaire, sur les mesures de désindexation des APL, sur la suppression de l'APL accession et le gel des loyers du parc social. Au sujet du gel des loyers du parc social, à première vue, on pourrait imaginer que cela aurait pu aider les personnes à petits revenus et que ces derniers ne verraient plus leur loyer augmenter. Cependant, la réalité en a été tout autre. Les bailleurs sociaux en ont été fragilisés avec une impossibilité d'investir dans de nouveaux projets et d'entretenir ou rénover leur parc immobilier actuel, fragilisant ainsi l'ensemble du système. Autre mesure importante, à partir de 2021, de nouvelles coupes budgétaires s'appliquent. La contemporanéisation des APL désormais, ce sont les revenus des 12 derniers mois qui permettent de calculer son aide au logement et non plus auparavant de 2 ans. Ce qui a également privé de nombreuses familles d'aide au logement, surtout pour les personnes n'ayant pas un travail stable ou les intérimaires qui travaillent 18 mois et 6 mois de carence. Ces derniers ne peuvent donc plus bénéficier de cette aide pendant 1 an. Pourtant, il apparaît essentiel que les pouvoirs publics investissent plus largement dans les constructions et la rénovation de logements à prix modéré. L'accès au logement est un droit constitutionnel que la France ne respecte pas. En 2019, l'ONU a déclaré la France coupable des violations des droits humains dans sa gestion des sans-abri. Rien qu'en rénovation, on compte en France 5 à 7 millions de passoires énergétiques. 12,1 millions de personnes souffrent du froid et ceci a des répercussions importantes sur la santé. En rénovant ces passoires, cela permettrait d'économiser plus d'1 milliard d'euros de soins de santé, pouvant être redistribués ailleurs dans le service public. L'urbanisme et l'architecture sont intimement liés à la santé et au bien-être de la population. Il est impossible de penser une société sans lui offrir un habitat et des conditions de vie décentes et humaines. Face à ce constat alarmant, il apparaît urgent d'arrêter les coupes budgétaires sur les allocations des APL et sur le monde des HLM. Le point 3 de l'avenir en commun développe déjà des actions indispensables. Une des mesures est de refaire l'isolation d'au moins 700 000 logements par an et une autre également primordiale est de mettre fin aux situations de précarité énergétique, c'est-à-dire privilégier les rénovations complètes, interdire réellement la location des passoires thermiques, renforcer les programmes de détection des passoires énergétiques et cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus des ménages. De plus, le mal-logement a un genre. Les femmes et les minorités de genre sont les plus touchées. Une des premières causes du mal-logement en France sont les séparations conjugales, pour lesquelles les femmes sont les premières touchées. À cela s'ajoute le veuvage, la prise en charge des enfants pour les célibataires et le départ de chez les parents. Payées 20% de moins que les hommes en moyenne,
Elles peinent à trouver un logement et à se faire accepter par les propriétaires. Les autres minorités de genre, les personnes LGBTQIA+, subissent également des ruptures résidentielles douloureuses et une plus grande précarité. Le mal-logement met en lumière le sexisme, le racisme et la discrimination qui sévissent dans notre société. Par comparaison, en Europe, l'accès au logement est également inscrit dans la Constitution autrichienne. À Vienne, 50% du parc immobilier de la ville sont des logements sociaux gérés par la ville, assurant ainsi un accès facilité au logement et surtout à des prix décents. De plus, on observe également moins de tensions sur le parc immobilier autrichien. Ce n'est pas normal que des promoteurs ou marchands de sommeil profitent du malheur des populations. Prenons l'exemple de promoteurs peu scrupuleux profitant du système. En France, pour la construction de logements, il existe des appellations spécifiques pour nommer les types de logements. Comme par exemple un T2, c'est un appartement avec une chambre, un T3 avec 2 chambres, etc. Le promoteur, Altarea Cogedim, a créé de nouveaux types, ou plus exactement de nouveaux produits, si l'on reprend la sémantique employée par les promoteurs, avec de nouvelles appellations appelées des T2 bis, T3 bis, etc. Le principe, si l'on prend l'exemple d'un T2 bis, c'est d'avoir un T2 avec une pièce en plus de moins de 9 mètres carrés qui puisse être utilisé comme un bureau ou une pièce de rangement. A priori, on pourrait se dire qu'une pièce en plus c'est une bonne idée, que cela permet d'avoir un logement plus grand. Ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est qu'en pratique, la réalité en est tout autre. Les personnes achetant ces logements sont des personnes ne pouvant pas se payer un logement avec une vraie chambre en plus, par exemple un T3 au lieu d'un T2 bis, et donc qu'une des chambres sera alors installée dans la pièce dite en plus. Une chambre mesurera donc moins de 9 mètres carrés et souvent sans lumière naturelle. Voici comment détourner avec brio les réglementations devant permettre aux populations un minimum de décence dans leur logement. Une autre aberration du système français, également peu scrupuleuse, concerne les sols pollués. Quand un bâtiment doit être construit sur un sol pollué, il paraît logique dans la conscience collective que le sol soit soumis à la dépollution. Cela s'applique pour les constructions en accession, donc des appartements qui seront vendus. Toutefois, le logement social n'est pas soumis aux mêmes règles. Pour construire du logement social, inutile de dépolluer les sols, on peut construire directement dessus. Donc l'État français ne prend pas en compte la santé des personnes les plus fragiles. Petite caractéristique du système, le logement étudiant est considéré comme du logement social, ce qui plaît bien à certaines mairies n'appréciant pas de voir venir des familles aux revenus faibles, des personnes d'origine étrangère ou encore des étrangers. Pourtant, la loi SRU, Loi de solidarité et renouvellement urbain, œuvre en faveur du logement social et vise à favoriser l'équilibre et la mixité sociale au sein de chaque territoire français. En 2013, la loi SRU subit une réforme. Ainsi, le taux obligatoire de logements sociaux passe de 20% à 25% par commune. Face à cela, des dérives s'organisent afin de continuer l'entre-soi sévissant dans certaines villes, refusant le développement du logement social sur leur territoire. Pour donner un exemple personnel, pendant mes études, j'avais besoin d'un logement étudiant. J'ai donc postulé dans une nouvelle résidence de logement étudiant d'une ville plutôt chic de région parisienne. Ce qui m'a été demandé pour faire acte de candidature a été plutôt surprenant, à savoir les revenus de mes parents, la taxe foncière prouvant que mes parents sont bien propriétaires, une copie du livret de famille pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres enfants à charge après moi, un justificatif de ce que ma sœur faisait comme études, heureusement médecine, ça passe, une attestation prouvant combien d'argent de poche mes parents me donneraient par mois, les études que je suivrais et j'en passe. Certes, les étudiants ont peu de revenus et ne gagnent que très peu, voire pas du tout de salaire, mais leurs parents, pas forcément. Malheureusement, le type d'études et le lieu où l'on étudie représentent également un facteur de ségrégation sociale. Voici comment certaines municipalités s'assurent d'un entre-soi en sélectionnant sur mesure les étudiants dits de bonne famille en jouant avec la réglementation. Voici donc un petit avant-goût de l'état du logement en France. Le logement reflète notre société et notre capacité à vivre ensemble. L'urbanisme et l'architecture structurent nos villes et créent notre quotidien. Enfermer un chien dans une cage ne donne rien de bon. Les humains, c'est pareil. Un urbanisme bien fait permet de se sentir en sécurité, de se sentir bien et d'enlever des tensions entre les habitants. Que le gouvernement le veuille ou non, nous devons, allons et vivrons ensemble.